que jamais, à la croisée des chemins, le Burkina cherche la porte de sortie, celle qui mène vers le bout du long et lugubre tunnel dans lequel l'a enfermé le terrorisme depuis plus de 6 années maintenant. L'attaque, le 14 novembre dernier, du détachement de gendarmerie d'Inata, qui aurait fait 57 morts, dont 4 personnes civiles, selon le bilan officiel du gouvernement, reste en travers de la gorge de bon nombre de Burkinabés. Les circonstances qui ont entouré cette attaque terroriste, avec des gendarmes laissés pour compte, démunis et affamés face à l'ennemi, continuent d'interroger et de choquer. Une arête en travers de la gorge donc, qui suscite colère légitime des uns, appel à manifestation des autres et même demande de démission plus loin. Aujourd'hui, près de 2 semaines après ce drame, où en est le Burkina avec la lutte antiterroriste? Comment se relève-t-on après Inata? Que penser de ces appels à la démission du chef de l'État et de son gouvernement? Et que peut-on, que doit-on attendre de l'interpellation adressée au gouvernement par l'Assemblée nationale? Ces questions sont au cœur de nos échanges d'aujourd'hui avec Luc Marus Ibriga. Il est contrôleur général d'État à la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption SCE-LC, que je reçois pour la première fois sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci de l'invitation. Je reçois également Abdoul Karim Saïdou, maître de conférences agrégé en sciences politiques, un habitué de notre plateau. Bonsoir, merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement Abdoul Karim Saïdou, qui nous a souvent gratifié de ses analyses et visions pertinentes sur la géopolitique africaine et qui vient de passer brillamment le concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Une belle réussite académique qui le porte désormais au grade de professeur et que nous célébrons sur ce plateau comme la récompense méritée du travail et de l'abnégation. Félicitations, professeur. Merci encore d'être une nouvelle fois sur Périscope. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 148e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Après Solhan, où 132 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, voici que l'attaque, le 14 novembre dernier, du détachement de gendarmerie d'Inata fait officiellement 57 morts, dont 4 personnes civiles. Et je ne vous parle pas des expéditions récurrentes de groupes terroristes qui continuent d'endeuiller, après Solhan et Inata, de paisibles populations et des éléments des forces de défense et de sécurité. Tout d'abord, comment jugez-vous le contexte sécuritaire actuel du Burkina, M. Ibriga? Le contexte sécuritaire du Burkina est préoccupant. Il est préoccupant dans la mesure où les Burkinabés n'ont pas été habitués à des situations de ce genre, habitués qu'ils étaient de vivre dans un contexte paisible. Mais ce contexte ne doit pas entraîner la peur et le désespoir. Or, quand on regarde la situation actuelle, beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui menées semblent relever du désespoir. On a l'impression que rien ne peut être fait, que nous sommes complètement finis et que bon, il suffit simplement de se laisser prendre par les djihadistes. Mais je crois que c'est dans ces moments qu'un peuple se révèle, dans ces moments difficiles où il faut véritablement que l'on relève la tête au lieu d'être dans la pleurnicherie et le désespoir. Il faut sortir de la pleurnicherie et du désespoir. Il faut rester dans l'espérance. Malgré la difficulté du moment, Arbinda est passé par là, les femmes ont été tuées, laissant leurs bébés. On a décompté au 1er novembre 2021 478 éléments des forces de défense et de sécurité tués sur le terrain du terrorisme. Nous avons près d'1 500 000 personnes déplacées internes, près de
2000 personnes tuées en 6 années. Comment jugez-vous le contexte sécuritaire actuel du Burkina, professeur Seydou? Bien, je pense que comme le professeur Ibriga l'a bien dit, c'est un contexte extrêmement difficile, extrêmement préoccupant. Dans la mesure où on observe un paradoxe, depuis 6 ans que cette guerre s'est déclenchée, on a observé un certain nombre de réformes qui ont été opérées au niveau de l'État, notamment au niveau des politiques publiques de sécurité. Il y a eu en 2017 un forum national sur la sécurité. Il y a eu un processus de remise à plat des politiques de sécurité. L'adoption récente d'une politique de sécurité nationale à laquelle seront arrimées des politiques sectorielles, dont une politique sur le plan militaire de lutte contre le terrorisme. Mais lorsqu'on regarde sur le terrain, on a l'impression qu'on a justement du mal à implémenter cette nouvelle vision de la sécurité, cette vision holistique de la sécurité. Donc, il y a un paradoxe qu'on peut observer entre, d'une part, des efforts qui ont été faits sur le plan intellectuel, sur le plan académique, pour mettre ensemble toutes les idées, pour réformer l'appareil sécuritaire, les politiques de sécurité, et puis les résultats concrets extrêmement mitigés qu'on récolte sur le terrain. Si on prend justement comme indicateur le nombre de victimes qu'on enregistre, aussi bien au niveau des civils qu'au niveau des éléments de forces de défense et de sécurité. Beaucoup de personnes tombées, juste pour situer le contexte et pour rappeler à nos mémoires parfois endormies ces faits. Solhan, 5 juin, 132 personnes tuées, 40 blessés et 7644 personnes déplacées internes, dont environ 5415 enfants selon les chiffres officiels du gouvernement. 21 juin, une équipe de la police nationale en mission de relève sur Yirgou tombe dans une embuscade sur l'axe Barça-Logo-Foubé qui fait 11 policiers tués. Dans la foulée, 2 des soldats partis en mission de ratissage de la zone dans le centre-nord du pays meurent dans l'explosion d'un engin improvisé au passage de leur véhicule. Inata, 14 novembre, 57 gendarmes ou 53 gendarmes et 4 personnes civiles sont tuées dans une attaque contre le détachement de gendarmerie de la dite localité. Une semaine après, le 22 novembre, une autre attaque frappe le détachement de la gendarmerie de Foubé, province du Samantenga, dans la région du centre-nord. Bilan, 19 morts, dont 9 gendarmes. Tiou, 24 novembre, le détachement militaire de cette localité de la province du Yatenga, région du Nord, neutralise, selon un communiqué de l'état-major général des armées, 11 terroristes dans une attaque dont il est la cible, perdant 3 militaires au cours des combats qui ont fait par ailleurs une dizaine de blessés. Le moins que l'on puisse dire, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que les jours se suivent au Burkina et se ressemblent. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, nous devons regarder les choses en face et se dire, quand vous faites cette litanie macabre de morts, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous devons accepter cette réalité. Est-ce que tout le monde a compris que nous sommes en guerre? Est-ce qu'on se comporte comme si, effectivement, on est en guerre? Non. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation sociale pour faire face à cette question terroriste. Parce que nous avons délégué notre sécurité. Je ne dis pas que tout le monde... On a délégué à qui cette sécurité? Nous avons délégué notre sécurité aux forces de défense et de sécurité, en pensant qu'il suffisait de leur donner des armes pour qu'ils puissent assurer notre sécurité. Or, il y a un état d'esprit que nous devons imposer pour que ceux qui sont en face sachent que les Burkinabés ne vont pas accepter que leur territoire soit pris. Et on ne sent pas, on ne voit pas cet état d'esprit. On ne voit pas cet état d'esprit. C'est pour cela, dès le départ, je vous ai dit, on est dans les pleurs, on est dans le désespoir. Non. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on s'attend à avoir des morts, mais on est toujours dans la position d'avoir la victoire. Oui, la population était pour dire désemparée depuis toujours, mais Inata a comme servi de détonateur à quelque chose où les mécontentements ou les colères se sont cristallisés. Inata nous ébranle, tout est déréglé.
Oui, je pense que c'est normal les appels qu'on voit ça et là, les frustrations des populations, les protestations. C'est tout à fait normal dans la mesure où on ne voit pas véritablement, aussi bien du côté des politiques que de la société civile, de la société de façon générale, on ne voit pas justement une mobilisation. Normalement, lorsqu'on est en guerre, on doit être dans cette posture de guerre totale. La guerre totale veut dire qu'on mobilise toutes les ressources de la société. Les ressources militaires, les ressources économiques, les ressources intellectuelles, même les ressources spirituelles. La guerre totale, c'est cela. On n'est pas dans cette posture-là. On n'est pas dans cette posture-là. Il y a beaucoup de rencontres. Absolument, puisque c'est entre les uns et les autres. Vous avez parlé de spiritualité, mais les personnes morales et les communautés, les responsables religieux sont sollicités. Oui, mais généralement, c'est quand il y a des attaques de ce genre-là qu'on voit ce genre de mobilisation. Mais on n'est pas dans une position où on se dit qu'on est en guerre et qu'on doit justement agir dans ce sens. Mobiliser toutes les compétences, toutes les ressources. Et donc, il faut véritablement être dans une situation où on se donne des priorités. Et quand on est en guerre, justement, surtout dans une situation pareille, où c'est moins la question de la concurrence politique qui est en jeu, mais c'est la survie de la nation, en fait, qui est en jeu. C'est la survie de l'État burkinabé qui est en jeu. Et peut-être qu'à part la période dans les années 30 où la haute volta a été démantelée, peut-être que c'est la crise politique la plus grave à laquelle la nation fait face. La crise politique la plus grave, s'il faut faire appel au ressort de 1939, quand la haute volta a été démantelée, à l'esprit de ce moment-là pour retrouver le fer de lance qu'il faudrait pour instaurer ou installer dans l'esprit de chacun. Oui, parce qu'actuellement, il faut se dire que la patrie nous appelle. C'est l'appel de la patrie. C'est là où jamais on devrait voir se traduire dans les faits la patrie ou la mort nous vaincront. Parce que, véritablement, aujourd'hui, la patrie est en cause. Et si Inata a été une onde de choc, c'est parce que Inata a mis à nu une certaine incurie, que ce soit de notre administration ou de notre commandement. Et c'est ça qui fait mal le plus. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le fait que des djihadistes aient attaqué, c'est les conditions dans lesquelles ces militaires sont morts. Et donc, ce que Inata doit être, c'est plus jamais ça. Parce que, véritablement, c'est une certaine désinvolture, je dirais, dans la gestion de la chose publique en période de guerre. Alors, vous avez dit plus jamais ça, et ça me fait penser à 1998, avec la mort de Norbert Zongo, on a dit plus jamais ça. Il y a eu la journée de pardon, on a dit plus jamais ça. Plus proche de nous, pendant l'insurrection populaire de 2014, on a dit plus jamais ça. Chaque fois, on dit plus jamais ça, mais on reprend les mêmes erreurs. Comment on fait pour sortir de cette sorte de soliloque pour arriver à changer effectivement les choses? Oui, parce que le changement suppose que l'on bouscule les habitudes. Or, nous aimons notre situation paisible, notre confort, qui fait que c'est quand il y a des problèmes maintenant qu'on se rend compte qu'il y a lieu d'engager le changement. Il faut que chacun sorte de sa zone de confort. De sa torpeur. De sa torpeur pour y aller. Ce que dit M. Ibriga, c'est qu'en tout état de cause, hein, l'attaque du détachement de gendarmerie d'Inata a causé un grand émoi parmi les populations. Et ce qui choque le plus, en effet, ce qui cristallise les colères, ce sont les conditions des éléments convoqués au front. Oui, le professeur a utilisé un mot que je trouve pertinent, incurie. Incurie, désinvolture. Parce que c'est ça, en fait, qu'on a observé dans cette situation. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de l'appareil sécuritaire, de l'appareil militaire, en fait, n'est que le reflet de la gouvernance globale. Et donc, il faut percevoir dans ce qui s'est passé, je dirais, la manifestation d'une crise de gouvernance beaucoup plus générale. Parce qu'il ne faut pas considérer la question sous l'angle sectoriel au niveau de l'appareil sécuritaire. Et je pense que ça, c'est un élément important à prendre en compte. Si on veut véritablement gagner cette guerre, il va falloir enclencher des changements profonds au niveau global. Parce que c'est comme si... Qui doit enclencher ces changements profonds? Mais il y a un leadership.
C'est ça la fonction du leadership dans un pays, le leadership politique. La fonction du politique, justement, c'est de canaliser toute cette énergie au niveau de la population pour pouvoir gagner la guerre. Et ce leadership Parce que qui doit venir d'en haut, pour vous, ça ne vient pas encore. Il y a un président du Faso dans ce pays, il y a un président qui a été élu, qui est chef suprême des armées, qui est garant de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire. Et je pense que le président actuel, il a quand même un certain nombre de ressources à sa disposition. Et il a la chance d'avoir une opposition affaiblie, d'avoir avec lui plusieurs partis qui sont venus de régions telles que l'UPC, qui était quand même le chef de file de l'opposition différente Diabré. Et il a été réélu avec d'ailleurs plus de suffrages qu'en 2015. Il a eu la chance, je pense qu'il a eu la chance, je pense le régime en place de façon générale, d'avoir bénéficié en tout cas des contributions scientifiques académiques. Et depuis la transition, il y a eu des réflexions qui ont été menées. Avec le déclenchement de la crise sécuritaire à partir de 2016, il y a eu, je l'ai rappelé tout à l'heure, le forum sur la sécurité, des experts nationaux, internationaux qui ont produit des réflexions. Les universitaires, les experts ont produit de la réflexion. Et donc aujourd'hui, normalement, on a tous les ingrédients parce que c'est ça. Chaque composant de la société a sa partition à jouer. Si vous prenez les citoyens ordinaires, leur partition, c'est quoi? C'est interpeller, c'est proposer. Les universitaires, ce que nous faisons, c'est produire de la réflexion. Dans quelques jours, même, il y a un grand colloque qui va se tenir à l'université sur cette question-là. Et puis, vous avez la fonction du politique, de canaliser, d'orienter, de mobiliser. Donc, je pense que le contexte actuel, où quand même personne ne se fait d'illusions sur le sens du combat à mener, c'est un contexte qui est favorable à cette mobilisation. Cette mobilisation fait défaut actuellement. Elle fait défaut parce qu'il y a un déficit de canalisation du côté politique. De mon point de vue, il y a une faillite du politique qui peut observer pourquoi. Parce que c'est comme au football ou au basket, il ne suffit pas d'avoir, ou quand vous faites de la cuisine, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs ingrédients pour avoir la bonne sauce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse agencer les choses, piloter les choses. Et ça, c'est la fonction du politique. Alors, c'est votre avis aussi, cette mobilisation, ça manque et c'est la faute aux politiques. Et de prime abord, et si on comprend bien ce que dit M. Saïdou, c'est la faute au président du Faso. Non, le président du Faso a une responsabilité très grande. Il suffit simplement de lire les dispositions de la Constitution et les pouvoirs qui lui ont été donnés. Ça veut dire que c'est vers lui que tout le monde regarde et qu'il y a besoin qu'il donne le là pour la mobilisation. Mais je dirais aussi qu'il y a toutes les forces sociales qui doivent travailler à cette mobilisation-là. C'est-à-dire si nous sommes en guerre, comme il a dit tout à l'heure, la guerre totale, ça veut dire que la société civile doit travailler à faire en sorte que les citoyens se mettent en position de refuser de se soumettre. Or, aujourd'hui, il y a un silence de cathédrale à ce niveau. Donc, il faut remobiliser les troupes, réarmer le moral afin d'y arriver. Oui, mais regardez ce qui se passe actuellement en Éthiopie. Regardez ce qui se passe. En fait, lorsqu'on est en guerre, on s'attend, comme le professeur l'a dit, à subir des attaques, à avoir des victimes. Je pense que ce qui suscite aujourd'hui la réprobation, c'est moins le fait d'enregistrer des attaques, parce qu'on ne peut pas empêcher les attaques. Mais c'est cette impression que les efforts fournis ne sont pas à la hauteur des enjeux. Aussi. Voilà, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que regardez ce qui se passe actuellement en Éthiopie. Le Premier ministre qui se bat comme un beau diable, qui se met en tenue de combat, qui part sur le terrain. On a vu également au Tchad, etc. Je pense que c'est ça qui suscite en fait de l'inquiétude lorsqu'on regarde la posture des politiques. J'ai l'impression que au nom de cette fameuse résilience-là, bon, c'est comme si finalement, résilience veut dire indifférence. Oui, alors qu'il ne faut pas. Résilience ne veut pas dire indifférence. Alors, les colères sont légitimes, les colères sont là, elles affleurent à tous les 6 mètres, si vous me permettez cette expression bien burkinabé. Une colère légitime donc qui s'est manifestée par le blocage d'un convoi militaire français en route pour Gao au Mali. Comment jugez-vous très rapidement cette sortie de la rue burkinabé et quelles conséquences cette situation peut-elle avoir sur les relations entre la France et le Burkina? Non, il faut replacer cette sortie dans son contexte. Et si vous reprenez Bobo Dioulasso, vous avez eu cette marche contre la France et autres qui s'est développée
Et il y a quand même, du point de vue de l'état-major français, une erreur de vouloir passer avec cette colonne-là au moment où une manifestation contre la présence de la France avait été dispersée. Et donc, deuxièmement aussi, il y a eu un silence radio du gouvernement qui n'a pas communiqué là-dessus pour dire pourquoi cette colonne traversait le Burkina Faso, afin d'éviter tout ce qu'on a entendu avec tous les imaginaires qui se sont développés là-dessus. De ce point de vue, je pense qu'il y a eu un mauvais casting de l'état-major français, surtout en ces moments-là, de vouloir traverser le Burkina Faso, parce que la situation était déjà délétère. La situation était délétère, le communiqué, ou en tout cas la réponse du gouvernement burkinabé est intervenue beaucoup plus tard. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que c'est un convoi régulier qui entrait dans le cadre des accords entre le Burkina et la France. Jusqu'à présent, ce convoi militaire est toujours bloqué quelque part sur le territoire burkinabé. Comment vous jugez cette sortie de la rue burkinabé face à cette situation? Non, je pense que cela confirme ce fossé qui existe entre les positions des populations, des sociétés civiles, en tout cas dans les pays du Sahel, et puis les positions officielles. On voit bien que les positions officielles qui continuent en tout cas à considérer la France comme un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, cette position elle est battue en brèche par les sociétés civiles. Et d'ailleurs, même au niveau politique, moi j'ai suivi il y a 2 jours l'intervention du président Mohamed Bazoum du Niger en langue Hausa, qui dit clairement que le dispositif français est inadapté. Et que le départ des troupes françaises ne va pas changer grand-chose dans notre capacité à apporter une réponse à la crise liée au terrorisme. Et un autre élément aussi qu'il faut souligner ici, c'est s'interroger en fait sur le fait que cette question liée à la politique étrangère du Burkina vis-à-vis de la France, elle ne suscite pas de débat pendant les moments électoraux. C'est ça, pendant les moments électoraux, que ce soit la question du franc CFA, la question de la coopération militaire avec la France, mais toutes ces questions ne font pas partie, en tout cas, du débat lorsqu'il y a des débats pendant les campagnes électorales. Or, on voit bien qu'il y a une sorte de divorce entre la position des officiels et la position des sociétés civiles en Afrique de l'Ouest notamment. Il faudra les remarier sans doute, il faudra voir clair là-dedans. En tout cas, il y a une autre conséquence de cette avalanche d'attaques et surtout celle qui a frappé le détachement de gendarmerie d'Inata. Eh bien, les manifestations et appels à démission du président du Faso et de son gouvernement affluent. Que pensez-vous d'un tel scénario? Non, mais ce scénario va nous enfoncer davantage. Il suffit simplement de prendre les dispositions de la Constitution, l'article 43. Que dit l'article 43 de la Constitution? L'article 43 dit que si le président démissionne, il est remplacé par le président de l'Assemblée nationale après le constat de la vacance par le Conseil constitutionnel. Mais qui organise de nouvelles élections en 90 jours. Avant même les nouvelles élections, dans les 90 jours, on va faire les élections. Mais l'article 43, j'ai pris le soin de le noter de façon très claire, c'est que l'article 43 fait des limitations. Il dit que pendant la vacance assurée par le président de l'Assemblée nationale, les articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution ne peuvent pas s'appliquer durant la vacance de la présidence. L'article 46, c'est la formation du gouvernement. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée ne peut pas former notre gouvernement. Donc s'il démissionne, c'est le même gouvernement, qui reste en place. Ensuite, c'est le recours au référendum. Article 49. Il ne peut pas recourir au référendum pour poser une question au peuple et lui demander qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. L'article 50, la dissolution de l'Assemblée. L'Assemblée ne peut pas être dissoute. Article 59, c'est le recours au pouvoir de crise qui dit que quand on a un problème, le président peut utiliser avoir tous les pouvoirs pour pouvoir faire changer les choses.
Article 161, c'est la révision de la Constitution. On ne peut pas réviser la Constitution. Oui. Ça veut dire que dans cette situation, on est dans une situation de blocage. Oui. Ceux-là que l'on critique, parce que quand on dit le chef de l'État, ce n'est pas lui seulement que l'on dit. Son gouvernement va rester en place. Bon, sa majorité va rester en place. Et on se retrouve dans une situation de blocage. Alors, si on dit non, on va suspendre la Constitution pour pouvoir avoir les coups de franche, en ce moment, on tombe sous le coup de l'article 23.1, l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et donc, ça veut dire que c'est un changement anticonstitutionnel et c'est la pluie des sanctions qui va tomber sur le Burkina Faso. Donc ce n'est pas une solution parce que, véritablement, on va s'enfoncer. On a besoin d'avoir l'esprit clair pour lutter contre les terroristes plutôt que d'ajouter une crise politique à la crise sécuritaire. À la crise sécuritaire. Ce n'est pas un scénario à envisager, donc, Abdoul Karim Saïdou, d'autant qu'aujourd'hui, on a sur le continent des exemples à foison, le Mali, le Tchad, la Guinée et puis maintenant le Soudan. On a plusieurs exemples de coups d'État où on ne peut pas dire que ce soit le coup d'État qui arrange quoi que ce soit en situation de crise comme celle-là. Oui, je pense qu'il y a au moins deux scénarios. Un scénario optimiste d'abord. Le scénario optimiste pour moi, c'est le fait que le président du Faso prenne en compte un certain nombre de propositions qui sont faites, y compris dans son camp, au sein de la majorité présidentielle, du côté de l'opposition, du côté de la société civile, pour véritablement redonner espoir, prendre des mesures fortes, des mesures symboliques, de telle façon qu'il puisse avoir en tout cas, tout le soutien de la nation pour mener ce combat. Ça, c'est le scénario optimiste. Mais le scénario pessimiste, justement, c'est si la situation se dégrade et conduise à la chute du régime, à la démission du président du Faso, effectivement, je pense que ce sera extrêmement difficile, comme le professeur l'a rappelé, que ceux qui vont exiger la démission du président du Faso puissent en fait s'accommoder du respect des normes constitutionnelles. Et donc, on peut retomber dans la même situation qu'en 2014, où finalement, les gens vont exiger un gouvernement de transition. Et lorsqu'on est dans un gouvernement de transition, comme le professeur l'a rappelé, on va rentrer justement, on va avoir les sanctions au niveau international, un peu la situation d'impasse qu'on observe actuellement au Mali. Et de ce point de vue, ça va, de mon point de vue, fragiliser davantage le pays et la capacité de riposte. Donc, il faut véritablement espérer le scénario optimiste, c'est-à-dire que le président du Faso prenne des mesures fortes pour canaliser toutes les énergies, redonner espoir et véritablement commencer à engranger des succès sur le terrain militaire. Que faut-il faire pour arriver à ce scénario optimiste ? Je pense qu'il y a des mesures symboliques fortes. J'ai vu dans plusieurs déclarations, des propositions. Je pense que si on fait une synthèse, on peut identifier un certain nombre de mesures fortes au plan symbolique. Sur le plan politique, de mon point de vue, il serait inopportun de ne pas songer à une dissolution du gouvernement, un remaniement gouvernemental. Pour expliquer que la situation est grave, on peut aller par exemple à la réduction drastique de la taille du gouvernement, un gouvernement de 20 membres. On peut penser à un certain nombre de propositions qui ont été faites, par exemple lors de la conférence sur la remise en place des salaires, des rémunérations des fonctionnaires, notamment la suppression de certaines institutions à utilité douteuse. On peut penser également à des réformes tendant à donner plus de pouvoir aux forces armées. Je pense là à la proposition faite par l'UNIR MPS, etc. Donc il y a beaucoup de réformes qui peuvent être faites pour redonner espoir, des mesures symboliques voilà, qui vont en fait davantage conforter les citoyens dans le fait que le gouvernement a pris les choses au sérieux. Donc, redonner du pouvoir aux militaires, remettre des choses à plat, en tout cas prendre des positions, des décisions fortes. Est-ce que l'une des solutions qui pourrait s'offrir au président du Faso serait justement, comme l'a dit Abdoul Karim Saïdou tout à l'heure, de dissoudre son gouvernement, d'en former un autre, une équipe réduite par exemple, en mettant l'accent sur le fait qu'on est en guerre et qu'il faut donc un gouvernement de combat? Mais je pense que le président n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix dans la mesure où lui-même a dit qu'après l'audit qui va se passer, des décisions fortes et des sanctions seront prises.
Et je voudrais ajouter, en plus de revoir son gouvernement, le président devrait, dans le cadre de cette lutte et de cette guerre, mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que corruption et terrorisme marchent main dans la main. Or, l'impunité qui a sévi dans notre pays a permis un certain laisser-aller qui s'accommode mal d'une situation de guerre. Vous avez bien fait d'aborder cette question de la gouvernance, donc de la lutte contre la corruption et de l'impunité, puisque je l'avais réservé pour vous, parce qu'au-delà de cette question, de la gestion de cette question sécuritaire, en effet, liée au terrorisme, il se pose cette question de la gouvernance, comme vous l'avez si bien dit, une question qui induit celle relative à la lutte contre la corruption et à l'impunité. Comment on fait justement dans ce laps de temps pour montrer qu'on arrive à une gouvernance finalement vertueuse et qu'on met les pendules à l'heure de ce point de vue-là pour remettre le pays en état de marche? Dans ce laps de temps, ça suppose que des décisions fortes soient prises à ce niveau. Et de ce point de vue, que ce soit au niveau de l'administration et les sanctions disciplinaires, les fautes de gestion, comme les infractions. Aujourd'hui, sur le plan de la justice a commencé à faire son travail et à sanctionner par rapport au lien entre terrorisme et corruption. Mais dans notre administration, en ce qui concerne les marchés publics, en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration et la déperdition des ressources, la mise au travail des Burkinabés, cette question, ça suppose que des décisions fortes soient prises. Quand vous parlez de décisions fortes, oui, de ce côté-là, vous êtes le contrôleur général d'État, vous avez vu des dossiers passer entre vos mains, vous avez vu des choses qui ne sont pas dans les normes républicaines. Dites-nous tout, qu'est-ce qui doit être fait de ce point de vue-là? Non, je prends simplement un exemple. Ce qui doit être fait, c'est, par exemple, que dans l'administration, les conseils de discipline fonctionnent. Actuellement, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Dans la mesure où des personnes qui professionnellement ont commis des fautes et qui doivent être sanctionnées ne le sont pas. Donc il faut remettre la sanction à l'endroit, mettre la sanction là où il faut. Oui, parce qu'il faut aujourd'hui que notre administration fonctionne dans la mesure où dans notre administration, il y a une tentative de rendre cette administration informelle. Vous avez dans notre administration beaucoup de personnes qui ont plus de pouvoir que ceux-là même qui sont des fonctionnaires. Oui. Donc aujourd'hui, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, regardez dans Ouagadougou le nombre de véhicules qui circulent sans immatriculation. Pendant que nous sommes dans une situation de crise sécuritaire, combien de véhicules circulent sans immatriculation? On va attendre. Combien de véhicules sont contrôlés pour savoir qui est qui va où, qui fait quoi. On ne sait pas, on ne sait pas toujours. On va attendre qu'il y ait un attentat pour ensuite dire ah oui, il faut. Non. Il faut prendre les devants. Il faut prendre les devants. Alors, et mettre fin à cette tendance de croire qu'on a le temps. On n'a jamais le temps. Alors, Abdoul Karim Seydou, cette question de la gouvernance est une question nodale, centrale. Absolument. De tout ce dont on parle aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas avancer tant qu'il y a l'impunité, on ne peut pas avancer tant que les uns se sentent marginalisés par rapport aux autres, tant que ceux qui gouvernent, on a le sentiment que ceux qui gouvernent amassent fortune et que les autres sont laissés pour compte. Alors, comment on fait aujourd'hui pour montrer aux populations qu'on donne le bon exemple et qu'on instaure une gouvernance vertueuse? Oui, je pense que c'est un des facteurs qui explique, je dirais, la dégradation de la sécurité. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le secteur de la sécurité, les logiques d'informalisation, de patrimonialisation, ce n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau de l'appareil administratif de façon générale. Et donc, la lutte contre la corruption dans le secteur de la sécurité ne peut pas être une lutte sectorielle. On ne pourra pas véritablement remporter
ce combat-là, si véritablement ça reste sectoriel. D'où l'importance justement de poser des actes forts, de façon générale, des actes symboliques. J'ai parlé tout à l'heure de la réduction de la... On a vu au Niger les postes qui ont été... Mais oui, des postes qui ont été supprimés, des chargés de mission dans les ministères, même la réduction de la taille du convoi présidentiel. Il y a un certain nombre de mesures qui, sur le plan symbolique, peuvent être porteuses. Mais au-delà du symbolique, c'est important justement que les citoyens aient l'impression qu'on est dans une logique de rupture. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et parfois, on se demande même si véritablement c'est dans ce pays qu'il y a eu l'insurrection, qu'il y a eu ce slogan « plus rien ne sera comme avant ». Parce que l'impression qui se dégage, c'est que plus rien n'a été aussi identique qu'avant. C'est ça, alors, en fait, le paradoxe. On dit que plus rien n'est comme avant, mais en pire, quoi. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça le paradoxe. Le nœud du problème, c'est cette logique justement de patrimonialisation de l'État, qu'on retrouve également dans le secteur de la sécurité. Parce que si on a pu affamer des gendarmes, c'est parce qu'il y a ces logiques de détournement, de prédation des ressources publiques. Et on ne peut pas le combattre dans le secteur de la sécurité et laisser les choses prospérer dans les autres secteurs. C'est ça le fond du problème. En clair, le président du Faso doit prendre les choses en main et agir plutôt qu'attendre de réagir. Il doit agir parce qu'il a les pouvoirs et les prérogatives pour le faire. Et là, ça veut dire que les populations sont dans l'attente actuellement. Il y a une manifestation qui s'annonce pour le 27 novembre, ce 27 novembre, mais la mairie de Ouagadougou vient d'indiquer qu'elle n'a reçu aucune déclaration préalable dans ce sens. On n'a pas de visage qui organise ces manifestations. On parle de soutenir les forces de défense et de sécurité. On parle de faire démissionner le président et son gouvernement. On parle de libérer le général Gilbert Diendéré. On parle de tout et de rien au cours de ces marches du 27 novembre. Par conséquent, la mairie appelle les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions utiles afin, je cite, qu'aucune manifestation illégale ne puisse se dérouler sur le territoire national. Fin de citation. Et comment appréciez-vous cette sortie de la mairie? Oui, monsieur. Donc, je pense que la mairie est dans son rôle. La mairie est dans son rôle, qui est qu'il y a une légalité qu'il faut respecter. Donc, de rappeler cette légalité. Mais, à mon sens, je pense que le ras-le-bol qui s'exprime doit avoir un exutoire pour le faire. Le tout est de canaliser cette marche. Parce qu'il y a une responsabilité que l'on doit avoir. Quand on fait une marche, il doit y avoir des responsables. Ceux qui veulent faire la marche devraient approcher les services de la mairie pour se signaler et donc assumer la responsabilité de la marche. Parce que on regarde aujourd'hui, le fait est là que le message est totalement brouillé. On ne sait pas pourquoi on marche. Il y en a qui disent c'est pour la démission. Il y en a qui disent c'est pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Il y en a qui ont d'autres desseins de retour au pouvoir. Et en ce moment, ça fait qu'aujourd'hui, personne ne veut assumer la responsabilité. Parce que s'il y a des dégâts, il risque d'être appelé à répondre des actes. Oui. Alors, cette marche du 27 novembre, elle est classée, ce samedi-là est classé d'ailleurs samedi rouge pour Ouagadougou. La mairie a sorti donc ce communiqué pour rentrer dans la légalité. Est-ce qu'on a des raisons de redouter des dérapages éventuels ce 27 novembre? Peut-être que les éléments au niveau de la sécurité, ils ont des informations que nous n'avons pas. Mais je crois que les mesures tendant, par exemple, à suspendre l'Internet mobile, à empêcher, peut-être que les manifestants ont anticipé que dans tous les cas, la manifestation ne serait pas autorisée parce qu'on a même suspendu Internet au nom des questions de sécurité, des questions de défense. Et il faut craindre que ces mesures ne soient contre-productives. Parce que non seulement le contexte est extrêmement difficile, il y a beaucoup de frustration, et le fait de suspendre l'Internet, d'interdire les manifestations, même s'il faut reconnaître à la mairie quand même le droit d'interdire des manifestations qui ne rentrent pas dans la légalité. Mais il faut craindre que ces mesures ne soient contre-productives et qu'elles n'alimentent davantage les frustrations. Mais il faut également souligner que
ces manifestations, ou en tout cas ces tentatives de manifestation, ne peuvent pas être déconnectées totalement des logiques de la concurrence politique. Il y a aussi des logiques de concurrence politique, puisque vous avez d'une part ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé à Inata, qui veulent tirer la sonnette d'alarme, qui veulent faire pression sur le gouvernement pour des actions vigoureuses. Et il y a également ceux qui espèrent la chute du pouvoir pour pouvoir véritablement se replacer. Donc, je pense qu'il faut connecter ces mouvements d'humeur, parce que vous avez vu, toutes les OSC, les différents mouvements citoyens ont repris du service. Quand vous regardez les médias, aussi bien du côté de la majorité qu'au niveau de l'opposition, on voit les prises de position. Et ça rappelle ce qui s'est passé en 2013-2014, à la veille de la chute du régime Compaoré. Et donc, il y en a qui pensent justement à un régime de transition, qui se prépare pour être député au CNT. Ça aussi, ce sont des calculs. Oui, ça, ce sont des calculs qu'il faut également avoir à l'esprit. Donc, je pense que c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Il y a d'une part ceux qui sont frustrés, qui n'ont pour ambition que de faire pression pour que le gouvernement soit plus vigoureux dans la réponse à la crise terroriste. Mais il ne faut pas exclure également que d'autres calculs puissent se développer pour profiter justement de la situation. C'est la saison des longs couteaux, le temps des calculs. Chacun a son agenda caché dans cette affaire. On parle de frustration et on a dit, et le président du Faso l'a souligné en lançant un appel, il faut honorer dignement la mémoire de toutes les personnes tombées en défendant la patrie. Mais si l'on en croit les parents et les proches des victimes tombées à Inata, on était loin de l'honneur et de la dignité à l'enterrement de ces gendarmes le 23 novembre dernier. Comment réconcilie-t-on les uns et les autres afin de fédérer les énergies autour de la lutte contre le terrorisme si on ne donne pas une sépulture décente à ceux qui sont tombés sur la patrie? Oui, je pense que la question fondamentale, c'est de faire en sorte que ceux-là qui donnent leur vie pour le Burkina Faso restent dans la mémoire des Burkinabés. Or, la question fondamentale qui est posée ici, c'est cette question qui revient de manière lancinante, c'est le fait qu'on s'est habitué à la légèreté dans les actions que nous posons. Et cette légèreté conduit au moment où des gens sont dans le deuil et la perte d'un être cher, conduit ces personnes à être encore plus meurtries. Alors que, normalement, on aurait dû avoir une dignité. Il y a des textes qui ont été pris là-dessus, mais aujourd'hui, les personnes disent que ces textes ne sont pas appliqués. Pour les veuves, pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Mais pourquoi cela, alors qu'on demande à ces personnes de donner leur vie pour la nation? Et donc, il faut sortir de cette légèreté-là pour véritablement redonner du sens à l'État. Et c'est la perte du sens de l'État qui nous conduit dans cette situation. Le professeur a dit redonner du sens à l'État parce qu'on est en train de perdre le sens de l'État. Et c'est vraiment l'une des choses qu'il faut remettre en perspective, mais pas seulement en perspective, il faut le faire dès maintenant. Absolument, et c'est dans les actes qui sont posés au quotidien par ceux qui représentent l'autorité de l'État qu'on doit véritablement sentir cette volonté de redonner espoir. Parce que d'un côté, il y a eu les dysfonctionnements qui ont conduit à la catastrophe d'Inata, et même au niveau de l'enterrement, on constate une certaine incurie, une certaine désinvolture, et c'est ça, de mon point de vue, qui reflète l'état de dégradation de notre appareil administratif. Alors qu'on aurait pu se rattraper à ce moment-là, puisque ces personnes sont tombées. Ce n'est pas la première fois. Donc, je dirais que les acteurs sont quand même censés avoir la maîtrise de ce type d'événement, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Il y a eu tellement d'expériences qui a été accumulée dans ce domaine-là. Et donc, c'est des situations qu'on ne devrait pas avoir dans le contexte actuel. Toutes ces frustrations ne donnent-elles pas finalement du sens à ceux qui réclament la démission du président du Faso et de son gouvernement? Non, je pense que soit nous sortons du système constitutionnel du Burkina Faso,
soit nous y restons. Nous trouvons des réponses républicaines à ce problème. Or, le saut dans l'inconnu, d'autant plus que nous ne sommes pas dans la même situation en 2014, parce que beaucoup calculent en se disant nous sommes comme en 2014, on va le faire et puis on va tirer les marrons du feu. Mais non, nous ne sommes pas comme en 2014, parce que ici, nous sommes certains que nous allons avoir la communauté internationale sur le dos. Et dans cette situation, il n'est pas certain que tous les Burkinabés soient à même d'accepter que ces sanctions tombent. Alors, on ne va pas ouvrir un autre front, alors que l'essentiel, c'est de recouvrer les 274 000 km². L'intégralité du territoire national. Alors, au regard de la situation, le gouvernement vient de décider de reporter à 2022 les festivités de la fête nationale prévues le 11 décembre prochain à Ziguinchor, dans la région du plateau central. Le gouvernement, qui était jusque-là sur une ligne de célébration dans la sobriété, a-t-il, selon vous, entendu le cri de cœur des jeunes de cette région qui ont plaidé pour ce report? C'était juste le 23 novembre dernier. Oui. Je pense que ça montre en fait qu'on est toujours dans les tâtonnements. Parce qu'on est toujours dans les tâtonnements. Pour moi, ça doit être dans une sorte de package en fait. C'est-à-dire que le président du Faso doit analyser froidement la situation, sortir un ensemble de mesures cohérentes en s'adressant à la nation. Mais ce n'est pas, de mon point de vue, avec des tâtonnements au gré des circonstances, des conjonctures politiques. On doit être dans une posture beaucoup plus globale, une approche beaucoup plus globale, où on se dit qu'on est en guerre et on prend des mesures fortes à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau administratif, au niveau militaire. Et en ce moment, le report de cette commémoration-là peut s'inscrire en fait dans quelque chose de plus global. Mais les mesures, je dirais, sur la base des situations conjoncturelles, ne me paraissent pas être les plus pertinentes en ce moment. On a besoin d'avoir une certaine vision, voilà, sur la riposte à apporter. Et on doit avoir maintenant des mesures qui peuvent s'inscrire dans un cadre global. Or, ce cadre global-là, de mon point de vue, n'existe pas aujourd'hui, en tout cas sur le plan politique. Alors, on attend que le président de Faso s'exprime sur la situation nationale. Il le faut, parce qu'aujourd'hui, il doit pouvoir dire à son peuple, j'ai bien compris, voilà ce que je compte faire, voilà ce qu'on va faire ensemble, etc. Et mettre tout le monde dans cette mobilisation qui nous permette de lever la tête. On a toujours dit que ne pas célébrer la fête nationale, c'est céder aux terroristes. Peut-on encore affirmer aujourd'hui, professeur Ibriga, que le Burkina reste debout contre la férule humiliante? Le Burkina est debout et c'est aujourd'hui que nous devons relire le Ditanier pour pouvoir rester debout. Parce que nos ancêtres nous ont toujours dit, mourir pour la patrie n'est pas une mort vaine. Parce que, véritablement, le chef de l'État doit remettre le Burkina Faso dans le sens de la marche. Aujourd'hui, nous sommes assis sur nos fesses. On est tombé après Inata. Mais si nous restons assis, on va nous piétiner et on va passer. Il faut que nous nous mettions debout parce qu'il vaut mieux prendre la balle debout que être couché. Alors très rapidement, on reste avec vous pour rester debout et pour remonter la pente. Que doit-on mettre en avant dans cette lutte? Quelles propositions pouvez-vous verser dans la corbeille à solution pour, je ne dirais pas le gouvernement, puisqu'on ne sait pas pour le président de Faso. On doit mobiliser l'ensemble des forces du pays, que ce soit la société civile et autres. J'ai dit, le chef de l'État doit prendre un certain nombre de ressorts qui existent au Burkina Faso. Le Burkina Faso, il y a un maillage de proximité avec la chefferie traditionnelle. Cette force doit être convoquée dans le combat. Il faut que le chef de l'État reprenne la main. Et comme nous avons dit ici, il y a nécessité qu'il y ait un remaniement et qu'on trace un chemin pour les années à venir. Nécessité d'un remaniement, tracer le chemin,
faire une sortie pour restituer, pour remobiliser la troupe. Remobiliser la société. Remobiliser la société autour de l'objectif commun et autour de l'ennemi commun. Quelle proposition avez-vous, Abdul Karim Saïdou, à mettre dans la corbeille pour le chef de l'État? Mais je pense qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été développées dans l'espace. Deux ou trois qu'il doit mettre en œuvre très rapidement. Je pense qu'il y a des mesures au niveau de la gouvernance. Par exemple, des mesures de sanctions. Là où l'administration, le chef de l'État, le gouvernement, de façon générale, peut prendre des sanctions. Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir des incidences sur l'appareil sécuritaire. Il y a également des mesures sur le plan symbolique. Mais la posture même du chef de l'État, qu'on ne voit pas très souvent sur le terrain, je pense que ça peut également remobiliser les troupes. Et puis, je pense le fait aussi de déclarer que nous sommes en guerre. Je pense que sur le plan psychologique, c'est un élément extrêmement important qui va permettre à l'ensemble des composants de la société de s'inscrire dans cette logique-là. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres mesures sur le plan opérationnel, sur le plan stratégique, et même sur le plan de la politique étrangère, qui peuvent justement aider à remobiliser les énergies, les compétences pour faire face à ce défi. Alors très rapidement, puisqu'on est presque en fin d'émission, le moins que l'on puisse dire, c'est que oui, Inata nous ébranle, tout est déréglé. Inata constitue une arête dans la gorge de tout le peuple burkinabé, une arête que la représentation nationale veut examiner de plus près à travers une interpellation du gouvernement, sommet de s'expliquer sur les graves dysfonctionnements ayant conduit à ce drame. Très rapidement et en quelques mots, qu'attendez-vous de cette séance d'explication entre l'exécutif et le législatif? On reste avec vous, Abdul Karim Saïdou. Bon, sur les questions de sécurité, à mon avis, la fonction de ce type d'interpellation, c'est véritablement de montrer que l'Assemblée nationale joue sa partition. Elle joue sa partition parce que l'Assemblée nationale, c'est un espace de représentation, c'est un espace de débat public. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le ministre de la Défense ou le ministre de la Sécurité fasse des révélations, parce que vous savez que c'est des sujets extrêmement sensibles. Pas tout dévoiler. Mais je pense que c'est important que l'Assemblée joue sa partition, parce qu'elle est aussi attendue sur ce terrain. D'autant plus que c'est la même Assemblée qui a adopté la loi de programmation militaire, qui a quand même autorisé voilà, des ressources, pour voter des ressources, pour équiper les forces de défense et de sécurité. Donc on peut se demander effectivement où est passé l'argent, pourquoi les forces de défense et de sécurité sont dans un tel état. Puisque nous avons un gouvernement voilà, qui a la majorité, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des sanctions. Pour moi, c'est une interpellation, c'est un espace de débat. Et c'est important parce que ça permet aux citoyens aussi de voir la réaction du gouvernement, de voir... et c'est l'occasion pour les députés aussi de véhiculer les préoccupations des populations. C'est un rendez-vous attendu d'une certaine façon, une explication entre le législatif et l'exécutif. Qu'est-ce que vous en attendez? Non, c'est le moins que l'Assemblée pouvait faire. Interpeller le gouvernement dans cette situation, tellement le choc était très important. Mais moi, je me place au-delà de l'Assemblée. Il y a le pouvoir judiciaire qui doit entrer aussi dans la danse. Parce que quand on regarde Inata, il y a non-assistance à personne en danger. Donc on même dit par rapport à Inata qu'il ne fallait pas prendre des sanctions disciplinaires ou administratives, mais plutôt qu'il fallait traduire certaines personnes en cour martiale. Et il faut que, de ce point de vue, la justice joue son rôle. Et je pense que notre code de procédure pénale et autres permet au procureur de pouvoir s'auto-saisir de la question et de pouvoir poursuivre ces personnes-là qui ont été à l'origine de ce drame. Et il faut que, de ce point de vue, ce serait le début de ce choc-là que nous voulons, à savoir qu'on doit répondre de ces actes. Répondre de ces actes, bannir l'impunité et faire une sortie solennelle. Absolument. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé à Pau, on a prévu des sanctions. On a prévu des sanctions. Est-ce qu'elles ont été prises? C'est ça la question. Ne sont pas prises. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une sanction ou pas, mais on n'a pas communiqué. Donc, il faut véritablement qu'on se mette dans une situation où on voit quand même des actions qui peuvent permettre à la population d'avoir confiance en l'autorité.
Le président du Faso doit remettre donc le pays en ordre et en marche de bataille parce que nous sommes en guerre. On l'a suffisamment dit, nous sommes en guerre, il faut un état d'esprit pour. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 148 qui recevait pour vous Luc Marius Ibriga. Il est contrôleur général d'État, patron de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCE-LC. Merci pour vos éclairages. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Abdul Karim Saïdou, maître de conférence agrégé en sciences politiques. Merci pour vos éclairages. Merci. C'est Abdul Kader Ouedraogo que je remercie qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope. Un chef d'orchestre soutenu dans sa partition par Ibrahim Soro aux caméras, Rosalie Savadogo au son, Herman Zila au prompteur et au synthé, Idrissa Diallo à la diffusion. Mes invités et moi avons été maquillés par Viviane Dipama. Merci également à Valérie Zongo à la production, Didas Diallo au montage, Théophane Ouedraogo à la programmation, ainsi qu'à toute l'équipe de la rédaction qui me soutient chaque semaine. Merci à Mamadou Ouedraogo, résident au quartier Kilouin à Ouagadougou, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et vos encouragements tellement réconfortants. Mais prenons soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.